Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stock options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés, avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne. Incarner le changement, faire gagner la gauche et redonner confiance à la France. J'ai toujours suivi la ligne que je m'étais fixée. Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. La gauche, je l'ai choisie. Je l'ai aimée, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche, je l'ai dirigée avec Lionel Jospin quand nous gouvernions ensemble le pays avec honneur. Et je revendique les avancées. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bien, alors, pour notre dernière soirée de la saison, comme on dit dans les médias, avant les vacances, et les terrifiantes échéances qui nous attendent ce dimanche, eh bien, nous sommes plutôt sereins et ravis d'accueillir un habitué jadis. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, mais il nous revient dans des circonstances particulièrement opportunes. Guillaume Fondu, que je ne présente donc pas, néanmoins quand même, pour évoquer le fait que une des raisons pour lesquelles il sera l'invité d'honneur de cette soirée de gala de numéro 6 de la revue Propagande, consacrée à toute une série de textes dont Alain Badiou nous a confié la publication, qu'il connaît bien Alain Badiou, qu'il a pris connaissance de ces textes, qui nous en fera d'ailleurs peut-être une petite recension tout à l'heure, après avoir présenté son propre livre, encore une fois, nous sommes ravis de pouvoir présenter ce soir, parce que, pour les raisons qui vont être développées par son auteur, il n'est donc pas sans rapport avec notre ligne générale, comme disait l'autre, d'éducation populaire marxiste. Je crois que j'en ai déjà assez dit. Donc, Guillaume, à toi la parole. Eh ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc, je vais présenter assez rapidement l'ouvrage issu de ma thèse, et ensuite, effectivement, comme l'a dit Dominique, j'essaierai de... Alors, faire le lien, je ne sais pas, mais en tout cas de dire deux mots des thèses d'Alain Badiou présentées dans la revue.
Le livre tout d'abord. Bon, alors c'est un ouvrage assez universitaire qui est issu d'une thèse de philosophie qui est lié à des préoccupations qui étaient les miennes à l'époque où j'ai commencé, donc en 2014. Alors j'ai passé un certain temps de ma vie et de mon travail, alors pas énorme, mais tout de même à traduire Marx, à commenter les textes de Marx, et notamment les textes de Marx consacrés à la critique de l'économie politique. Et il me semblait que beaucoup de choses avaient déjà été dites à propos de Marx et à propos de la critique de l'économie politique, alors même que dans un certain nombre de milieux dans lesquels j'évoluais, intellectuels, politiques, etc., il y avait une forme de désintérêt, à mon sens un peu dommageable, pour le marxisme, indépendamment de Marx, c'est-à-dire tout ce qui s'était fait après lui et la manière dont on avait pu poursuivre son œuvre, notamment juste après sa mort. Et il était même de bon ton dans certains milieux d'opposer le bon Marx au marxisme comme l'ensemble des contresens faits sur la pensée de Marx, pour reprendre une phrase relativement célèbre. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai voulu aller voir d'un peu plus près ce que les marxistes avaient fait de Marx, et notamment pour poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les militants en question, les intellectuels, les dirigeants politiques que j'étudie, avaient transformé des analyses qui étaient des analyses critiques du capitalisme d'un niveau relativement théorique ou universitaire, comment est-ce qu'ils avaient transformé ces analyses-là en démarche politique, en théorie politique. Et un des fils conducteurs dont je me suis servi pour essayer de penser ça, c'est la notion de ce que j'appelle maintenant scénario probable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme des analyses du présent en l'élaboration d'une histoire de ce qui va se passer potentiellement, avec un certain nombre de coups stratégiques, avec un certain nombre d'étapes, avec un projet politique, etc., et des actions susceptibles de mener à la réalisation de ce scénario. Alors pour étudier ça de manière plus concrète, je me suis principalement concentré sur des espaces-temps dont je maîtrisais à peu près les coordonnées, que ce soit pour des raisons historiques ou linguistiques. En l'occurrence, l'Allemagne de la fin du 19e siècle, et par fin du 19e siècle, j'entends l'Allemagne, en gros, ce qui m'a intéressé, c'est de la mort de Marx jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle habituellement le moment de la Deuxième Internationale, mais à laquelle je me suis intéressé principalement dans son aspect germanique. Puis ensuite, la Russie, là encore, de la fin du 19e siècle, et enfin les toutes premières années du régime soviétique qui suivirent la révolution de février puis d'octobre, pour une période en gros qui va de 1917 à 1928-29, même si dans la thèse, même si ça n'est pas repris dans le livre, j'avais conclu sur une analyse du procès Boukharine qui date de 1938, donc encore quelques années plus tard. Et à chaque fois, je me suis intéressé à ce que les individus qui s'étaient réclamés du marxisme à ce moment-là avaient mis sous le terme de marxisme, à quoi ça leur avait servi, comment est-ce que ça leur avait permis d'exister finalement dans une conjoncture politique donnée, et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait trouver des choses intéressantes dans ces interprétations de Marx. Donc je procéderai là en parlant d'un peu des trois cas rapidement. En me concentrant principalement non pas sur leur dimension historique, mais sur les enseignements dont ils me semblent porteurs potentiellement, de manière plus générale, pas forcément pour la situation actuelle, mais en tout cas pour étudier de manière un peu plus anhistorique ce que marxisme signifie. La première situation, celle de l'Allemagne, alors ça m'a intéressé pour une raison problématique très simple, c'est que à l'époque où j'ai fait mes études, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, dans le champ de l'économie, on avait l'habitude de dire qu'en gros, il y avait l'économie mainstream, libérale, néoclassique, etc., sur laquelle on pourra revenir si besoin, et de l'autre, un courant hétérodoxe, marqué par une attention beaucoup plus grande envers les spécificités sociales, la dimension des inégalités, tout un tas de choses que ne prenait pas en compte la théorie orthodoxe. Et habituellement, on considérait que le marxisme pouvait faire partie, disons, de ces différents courants orthodoxes qui cherchaient, à l'époque où j'ai fait mes études, à se structurer autour d'une section universitaire à la CNU. Alors ça n'a pas marché, mais en tout cas il y avait cette dimension-là. Et ce qui m'a intéressé dans le cas de l'Allemagne qui suit immédiatement la mort de Marx, c'est qu'en réalité les situations est un peu différente, puisque à l'époque, le principal adversaire du marxisme, du point de vue de la théorie économique, c'est pas du tout la théorie libérale, qui à l'époque est encore balbutiante en Europe et plus spécifiquement en Allemagne, mais c'est précisément ce qu'on appelle à l'époque l'école historique en économie, une forme d'institutionnalisme dont je vais rapidement décrire les principes théoriques.
Donc le monde allemand de l'époque est marqué par une arrivée assez brutale du capitalisme sur le sol allemand. Et face à cette arrivée brutale qui, comme partout, détruit toutes les formes de solidarité qui qui pouvaient faire contre-pied au marché, la solidarité villageoise, les solidarités familiales, les solidarités corporatives, etc., et jusqu'à l'État lui-même, face à cette action dissolvante du capitalisme, on a une bourgeoisie allemande qui va être préoccupée de penser et de mettre en œuvre des institutions qui permettraient de réguler cet effet dissolvant du marché. Alors c'est ce que Marx appelait déjà les socialistes de la chair, mais qui, à l'époque où Marx écrit, sont encore relativement minoritaires. De la chair universitaire. De la chair universitaire, voilà, CH avec un E. Et qui, après la mort de Marx, vont se développer de plus en plus autour d'une association qu'on appelle le Verein für Sozialpolitik, donc mot à mot l'Alliance ou l'Union pour une politique sociale, qui se donne pour but, encore une fois, de considérer l'économie comme une forme d'organisme dans laquelle le marché est appelé à jouer un rôle, mais dans lequel également d'autres institutions doivent être amenées à jouer un rôle, notamment, encore une fois, des syndicats, des formes de régulation par l'État, une forme d'action publique, etc. Et en réalité, ce qu'on trouve là, c'est un des ancêtres de l'institutionnalisme actuel, tel qu'on le voit fleurir dans la théorie hétérodoxe. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour l'époque, c'est que le marxisme, encore une fois, a principalement à se construire contre cette théorie-là. Et c'est le cas notamment d'une des grandes théoriciennes qui va grimper petit à petit à la fin du 19e jusqu'à sa mort tragique après la Première Guerre mondiale, enfin pendant la Première Guerre mondiale, c'est Rosa Luxembourg. Et en gros, à cette époque-là, qu'est-ce que ça veut dire se dire marxisme, me semble-t-il? Ben, ça vous situe dans un paysage de théorie économique où en gros vous avez trois thèses possibles. Les thèses portent sur le statut du marché capitaliste. Donc vous avez les libéraux, mais qui encore une fois à l'époque sont relativement faibles, même s'ils sont en pleine ascension, qui considèrent que le marché est une institution qui est productrice d'ordre et qui a une vocation hégémonique. C'est-à-dire qu'il peut, à elle seule, faire fonctionner un corps social via la division du travail et l'échange marchand qu'elle permet, avec en plus le capitalisme. Et face à ça, vous avez deux options en un certain sens. Les théoriciens de l'école institutionnaliste considèrent que le marché est une institution productrice d'ordre, mais qu'elle n'a pas cette tendance hégémonique, ou que si elle a cette tendance hégémonique, il faut la réguler, parce qu'un organisme social ne peut exister qu'avec des institutions plurielles, diverses, et que par conséquent, il faut réguler ce marché, notamment pour une raison toute bête, c'est que la plupart d'entre eux sont des gens qui sont très attachés à l'État allemand naissant, et ils voient bien, notamment il y a des analyses, par exemple menées par le sociologue Max Weber à la frontière polonaise, que le capitalisme sape chez les ouvriers allemands le sentiment de l'État, le sentiment de l'appartenance nationale, parce que tout simplement leur patron leur préfère des ouvriers polonais beaucoup moins chers, et que par conséquent, ce qui menace avec le développement du capitalisme, c'est la dissolution de l'État, la montée en puissance de la social-démocratie et plus généralement de l'international socialiste. Et donc on a aussi le marxisme, et ce marxisme s'exprime de manière particulièrement forte chez Rosa Luxembourg, mais c'est quelque chose qui est relativement partagé par les théoriciens de la social-démocratie allemande, dans la thèse selon laquelle le marché est bien une institution hégémonique, c'est-à-dire qui tend à détruire toutes les autres, mais qui, contrairement à ce que pensent les libéraux, n'est pas productrice d'ordre, mais fondamentalement de désordre. Et une institution qui, fondamentalement, si on la laisse seule, est pétrie de contradictions et accouchera de crises, alors potentiellement de la révolution, mais en tout cas ce dont on est sûr, c'est de crises de plus en plus graves, ce qu'on retrouve chez Rosa Luxembourg. Et à l'époque, défendre le marxisme, c'est partager, me semble-t-il, cette analyse du capitalisme comme une unité contradictoire et par conséquent donner du sens à la préparation de l'après-capitalisme, ce qui se manifeste à l'époque dans des pratiques relativement diverses et quelque peu contradictoires, et c'est pour ça que la social-démocratie finira par exploser, puisque c'est à la fois une période où vous avez une dimension révolutionnaire du marxisme au sens où le projet très clair est la fin du capitalisme et son dépassement dans autre chose, et où en même temps, au fur et à mesure de la constitution du Parti social-démocrate et de ses succès électoraux, ce qu'on voit en réalité à l'œuvre, c'est une forme de bureaucratisation de la social-démocratie allemande, et dans le terme de bureaucratisation, on met aussi tout simplement son intégration au capitalisme, et notamment au capitalisme national allemand, avec
l'épisode final un peu tragique du vote des crédits de guerre en 14, c'est-à-dire le ralliement de la social-démocratie au projet national chauvin, pour le dire dans les termes de l'époque, de l'Allemagne impériale et impérialiste. Et voilà, et ça donc par exemple ça faisait partie des choses où je me disais ça m'a paru intéressant du point de vue du débat économique contemporain et de cette question des trois paradigmes, libéral, institutionnaliste et marxiste, à une époque où, encore une fois, il me semblait que les identités théoriques économiques étaient un petit peu plus mélangées, la nôtre, où ces identités étaient un petit peu plus mélangées. Donc voilà, dans le livre, je parle d'autres débats, puisque la critique de l'économie politique est une des trois choses auxquelles je m'intéresse. Il y a aussi la philosophie matérialiste, puisque c'est l'époque où la social-démocratie fait un retour à Kant, dont on pourra parler si vous voulez. Et enfin, dernière chose, c'est la question de l'utopie, puisque c'est aussi une époque où, pour des raisons diverses, la social-démocratie allemande va être obligée de commencer à défendre un programme concret. Ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est le moment de ce qu'on appelle en gros le révisionnisme avec Bernstein, et ce qui se joue derrière. Alors il y a le début du révisionnisme. Et alors il y a on peut reprocher beaucoup de choses à Bernstein, mais au départ la préoccupation qui est la sienne, c'est de considérer qu'avec un socialisme aux portes du pouvoir électoralement, il faut offrir un programme quasiment de gouvernement. C'est pareil, c'est des débats qu'on peut avoir encore aujourd'hui, mais Bernstein, au départ, c'est ça. On consiste à dire qu'on ne peut plus se contenter de simplement énoncer le mouvement de l'histoire allant vers le socialisme. Il faut se donner les moyens de construire, parce que Bernstein a beau être révisionniste, il est quand même encore marqué par le projet d'une société alternative au capitalisme. C'est pas quelqu'un qui veut ménager le système, il est pour à terme la construction du socialisme, mais considère que ce socialisme doit être construit petit pas par petit pas avec un programme alors je ne sais pas s'il dirait réaliste, mais en tout cas un programme applicable si jamais le SPT devait être amené à exercer le pouvoir en arrivant à la tête du gouvernement par les urnes. Comme il y a beaucoup de confusion sur le révisionnisme vu toutes ces phases successives, à l'époque, Bernstein se revendiquait révisionniste, c'est-à-dire il dit je suis marxiste, mais en bon marxiste, je considère qu'il faut réviser la théorie de Marx. Voilà. C'est-à-dire, il s'en cachait pas. Tout à fait. On était très loin de Marx dans les idées de Bernstein, mais il expliquait que c'est une nécessité du temps, ce qui ne sera pas le cas de tous les révisionnismes postérieurs. Non, effectivement, l'intérêt de Bernstein, c'est qu'il apparaît à une époque où, pour le coup, le débat autour de Marx et du marxisme n'est pas encore marqué par des querelles d'appropriation, comme ce sera plus tard le cas, et où effectivement ce sera un peu la lutte de tout le monde se revendiquera plus ou moins de Marx, pour dire des choses très différentes, parce que Marx sera devenu une identité qui permet de légitimer des analyses, un programme, etc. etc. Donc ça c'est pour l'Allemagne, et ce qui m'a intéressé c'est de comparer ça avec une situation contemporaine, mais dans un autre pays, la Russie de la fin du 19e, qui est marqué par une situation très différente et où le fait de se revendiquer du marxisme ne peut pas avoir le même sens pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de social-démocratie, on n'a pas ces institutionnalistes, on n'a pas ce débat économique autour des politiques publiques que l'on a en Allemagne, autour desquels on a en gros un tsarisme qui paraît tout puissant, une classe ouvrière qui est certes en plein développement mais qui reste quand même relativement faible et surtout extrêmement circonscrit à quelques grands ensembles urbains, Moscou, Saint-Pétersbourg et le sud de l'Empire russe avec ce qui commence à se développer autour de l'industrie pétrolière. Et où là, pour le coup, ce qui est assez, entre guillemets, étrange du point de vue de l'histoire des idées, c'est que autant en Allemagne, le marxisme est diabolisé, les libéraux considèrent que les institutionnalistes sont des marxistes déguisés, et les institutionnalistes considèrent que les libéraux, pareil, sont des marxistes déguisés, pour des raisons diverses, autant en Russie, c'est l'inverse. Tout le monde se revendique de Marx. Tout le monde se revendique de Marx, et notamment les trois courants politiques qui se disputent un petit peu l'espace, disons, critique du tsarisme à l'époque. Premièrement, la bourgeoisie libérale, puisque la bourgeoisie libérale se revendique du marxisme en tant que le marxisme, selon elle, propose un schéma historique dans lequel, après le féodalisme, vient le capitalisme libéral, et du coup, dans lequel elle peut lire l'annonce de son règne prochain, puisque le tsarisme n'est pas destiné à demeurer éternellement ce qu'il est, et donc tout un tas de grands dirigeants et théoriciens russes sont des libéraux marxistes. Par exemple, le rédacteur du programme du premier parti social-démocrate de Russie, quelqu'un qui s'appelle Struve, c'est quelqu'un qui, déjà à l'époque et surtout après, sera une des têtes pensantes du libéralisme russe.
sans aucune... là encore, il s'affirmera sans problème comme tel. Deuxième camp à se partager cet espace critique, c'est ce qu'on appelle, et ce qui est revenu un petit peu à la mode ces derniers temps, le populisme. Populisme qui considère, lui, que ce qu'on trouve chez Marx, et pourquoi est-ce qu'on peut se revendiquer du marxisme, ce qu'on doit trouver chez Marx, c'est la description d'un système, le capitalisme, qui n'est pas du tout un stade historique général par lequel tous les univers de la Terre humains seraient amenés à passer, mais la description d'un système inscrit dans un espace-temps particulier, l'Angleterre et l'Allemagne de l'époque, et les populistes considèrent que ce qu'a fait Marx, justement, c'est d'écrire un système auquel il faut à tout prix s'efforcer de ne pas accéder. Et notamment en jouant, selon eux, sur les institutions communautaires de la paysannerie russe, en faisant en sorte d'éviter à tout prix la capitalisation, par exemple, de l'agriculture, en évitant à tout prix également la capitalisation de l'artisanat. Et donc on a une forme de défense un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui romantique, d'un univers communautaire pré-capitaliste au nom de la possible échappée à cette espèce de capitalisme qui, pour eux, n'apparaît pas du tout comme un destin inexorable, mais comme voilà, un choix parmi d'autres, un choix de modèle de société parmi d'autres. Et encore une fois, la grande force de Marx aurait été de montrer toute l'horreur du système pour convaincre les paysans, en l'occurrence, de ne pas souhaiter le développement de ce système. Et enfin, vous avez la social-démocratie naissante, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, avec des figures qui vont devenir de plus en plus importantes, donc se trouver au départ, mais qui lui ensuite rallient la bourgeoisie, mais d'autres, notamment Plekhanov, Lénine et d'autres, qui, eux, vont se revendiquer du marxisme, non pas comme d'une philosophie de l'histoire qui appellerait la domination de la bourgeoisie dans un futur proche, non pas d'une description du capitalisme comme d'un avenir évitable, mais qui voit déjà sur le sol russe, avec la classe ouvrière naissante, les prodromes de quelque chose qui sera appelé à devenir finalement un mouvement ouvrier semblable, voire plus puissant que le mouvement ouvrier européen. Et donc dans cette partie sur la Russie, j'essaye finalement de faire le lien entre ces différents camps politiques et le fait que la pensée politique russe à l'époque s'exprime justement dans beaucoup de récits, beaucoup plus que des analyses théoriques. C'est l'époque où Tchernyshevsky, par exemple, publie son Que faire. Donc Que faire, au départ c'est un roman qui, de l'aveu même de son auteur, est assez pénible à lire, parce que c'est un très mauvais roman en réalité, mais qu'est-ce que cherchent les militants russes qui n'est pas le Que faire de Lénine. Pas le Que faire de Lénine, c'est avant, c'est beaucoup plus gros, et c'est beaucoup moins incisif. Mais en réalité, que cherchent finalement les militants russes dans la littérature ? C'est des personnalités militantes, des espèces de modèles presque individuels à imiter pour produire sur le sol russe des militants semblables à ceux que connaissait l'Allemagne à l'époque. On trouve ça dans le Que faire de Tchernyshevsky. Et alors là, ça devient intéressant, mais en termes d'histoire des idées, là encore, vous avez tout un tas de débats qui occupent la plupart des grands écrivains russes de l'époque là-dedans. Les démons de Dostoïevski, par exemple, participent de ce débat-là. Il y a des Goncharov également, Tourgueniev. Et finalement, la question du militantisme, la question du marxisme, la question des projets de société, elle est principalement posée à l'époque dans des romans, parce que ce qui se donne à voir, c'est des trajectoires individuelles, de savoir comment on milite, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi son but. Et avec un espèce de spectre qui plane sur tout ce monde-là, c'est le spectre d'un personnage que vous connaissez peut-être, qui est le personnage de Nietchaïev, qui est un terroriste russe qui avait donné au militantisme une dimension presque existentielle, dans laquelle finalement les auteurs que je cite cherchent soit à se démarquer, soit à l'accepter. Bref, c'est un débat qui est beaucoup plus sur de savoir ce que signifie la perspective militante elle-même. Et de ce point de vue-là, ça va de pair avec des débats sur le rôle de la connaissance, sur le rôle de la littérature, sur le rôle également de la religion, puisqu'il y a tout un courant russe, du socialisme russe, qui est marqué par la pensée orthodoxe, par son idéal alors je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est l'esprit de cathédrale, c'est-à-dire l'idée que l'Église constituerait une forme de modèle de la communauté politique réconciliée avec elle-même, ce qu'on trouve là encore par exemple chez Dostoïevski. Donc voilà, c'est plutôt sur ces questions-là. Et le dernier chapitre de l'ouvrage, donc sur la 17 et sur les premières années du régime soviétique,
Bon, là encore, j'essaye un peu de raconter l'histoire de la Révolution, des différents débats, etc. Parce que l'intérêt, c'est que j'ai en partie écrit ça quand j'étais en Russie, et donc j'avais accès à des archives, à des textes, et notamment à tous les débats entre Lénine en 17 et des gens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, qui sont les mencheviks, que ce soit les mencheviks de gauche, les mencheviks de droite, les socialistes révolutionnaires, qui sont des gens qui quand même n'étaient pas complètement des abrutis, donc il y a des débats relativement intéressants entre eux. Mais voilà, bref, je m'intéresserai plutôt là sur les premières années du régime soviétique, parce que là, on trouve que le marxisme confronté à une situation nouvelle. C'est plus comme en Allemagne, voilà, une espèce de parti politique en voie de constitution qui se pose la question de sa croissance et de son accès potentiel à un pouvoir électoral. C'est plus la Russie où on n'a personne et on se pose la question de l'adaptation finalement du marxisme à un sol qui au départ semble n'avoir rien de commun avec les analyses qu'avait produites Marx. C'est en URSS pour la première fois la question du pouvoir qui se pose, et d'un pouvoir qui n'est pas un pouvoir électoral, mais qui est un pouvoir entre guillemets réel. Voilà, la question du pouvoir d'État. Et j'ai essayé de... Alors, du point de vue du récit, ce que je raconte est très classique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez le moment révolutionnaire, vous avez ensuite tout le moment qu'on appelle alors, la guerre civile, qui n'est pas vraiment une guerre civile, puisque vous avez les armées étrangères qui viennent prêter main forte aux Blancs. Puis la nouvelle politique économique avec la NEP. Et ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont les dirigeants soviétiques avaient reconfiguré petit à petit leur discours. Et je me suis intéressé principalement à 3 livres. Alors un qui est très connu, les autres un peu moins, et 3 livres qui sont en gros ce que les soviétiques eux-mêmes considéraient comme l'apport de la science soviétique à la Révolution, puisqu'à la fin des années 20, vous avez Pokrovski, qui est un historien qui dirige l'Académie des sciences, dit bon bah voilà, alors c'est un peu le bazar en SS, etc. Mais l'humanité pourra nous reconnaître au moins le fait d'avoir produit des thèses, d'avoir produit des textes intelligents. Il dit il y a 3 livres importants qui ont été écrits entre 17 et 29 au moment où il écrit ça. Il y a évidemment l'État et la Révolution de Lénine, et il y en a 2 autres qui m'ont davantage intéressé, puisque l'État et la Révolution a été commenté sur commenté. C'est bien connu mais mal connu, voilà, pour cette raison. C'est un livre de Boukharine qui a été traduit en français de manière un peu bizarre par Économique de la période de transition, qui porte sur la question de la transition vers le socialisme. Et le dernier, qui est un livre qui était censé être la suite du livre de Boukharine, mais qui n'est pas du tout pour le coup traduit en français, qui est un livre d'un historien, économiste, théoricien soviétique qui s'appelle Kritzman, qui s'appelle, alors dans mon souvenir, la période héroïque de la Grande Révolution russe, ou quelque chose comme ça, qui porte en gros sur la période de la guerre civile et les tout débuts de la NEP. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le fait que si on reprend, disons, l'idée de scénario politique, il me semble que les Russes ont été face à la question du pouvoir et à la question de savoir, en gros, quand on a un État, comment est-ce qu'on fait en sorte que les individus qui peuplent l'État fassent ce qu'on leur dit de faire. Comment est-ce qu'on crée finalement, comment est-ce qu'on fait une division du travail productrice et efficace lorsqu'on est à la tête d'un État. Et en gros, ce que disent plus ou moins les théoriciens, si on essaye d'extraire de leurs propos la substantifique moelle, c'est qu'il y a 3 manières en réalité de procéder. Et Kritzman le dit de manière explicite. Il y a 3 manières, nous dit Kritzman. C'est premièrement la conviction idéologique. C'est-à-dire on peut convertir les individus au projet politique en faisant des militants. La traduction concrète de ça, c'est quoi ? C'est par exemple la manière dont Lénine a organisé les samedis communistes, où vous avez des gens qui viennent travailler bénévolement, sans que ce soit par intérêt personnel, sans que ce soit sous la contrainte d'un fusil, en tout cas au début, pour participer à l'effort socialiste. Kritzman dit qu'il y a une deuxième manière, c'est de faire en sorte que l'intérêt personnel coïncide avec l'intérêt général. C'est finalement la manière dont fonctionne le marché. Et donc Kritzman nous dit que, voilà, en recréant des institutions marchandes et en jouant sur telle ou telle incitation par des politiques économiques intelligentes, on peut produire un ordre économique qui soit tendanciellement, qui aille vers le socialisme. La difficulté étant qu'il faut pour ça jouer avec des instruments économiques, la monnaie, la marchandise et potentiellement le capital, qui laisse planer sur la Russie le spectre d'une restauration des rapports capitalistes. Et le troisième mode, c'est la contrainte pure et simple, c'est-à-dire le fait de régner par la force des armes, la terreur, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant quand on prend l'histoire, quand on fait l'histoire des premières années du régime soviétique, c'est qu'on a un petit peu la tentation de jouer sur chacun des 3 leviers en essayant de faire en sorte que les 2 autres puissent le contrebalancer. Et c'est notamment le cas de manière vraiment paradigmatique dans le passage du communisme de guerre à la NEP. Puisque le communisme de guerre, ça repose de manière quasi exclusive sur 2 fondements, la conviction idéologique
puisque vous avez à l'époque un vrai enthousiasme militant qui fait que les militants bolcheviques vont mourir au combat, produisent dans les usines, vont réquisitionner, etc. Et en même temps, une part de contrainte. Une part de contrainte parce que les ressources du pays sont petit à petit centralisées par la force, notamment chez les paysans, notamment la nourriture paysanne, et ensuite redistribuées selon les besoins de la guerre civile en question. Oui, il faut préciser que la guerre dont il est question, c'est pas la guerre de 14. Pardon, oui, c'est une guerre qui commence en janvier, civile dont nous avons beaucoup parlé lors de notre dernière soirée, d'ailleurs, sur la stratégie du chaos, avec y compris l'intervention déjà à l'époque des puissances de ce qui va devenir l'OTAN, à commencer par les Français, pour la raison qu'on sait. Donc il y a eu la guerre civile, puis la guerre qui s'est poursuivie avec non plus simplement les sponsors, et des proxys déjà à l'époque, qui étaient les Russes blancs et autres nervis, mais carrément l'ensemble des alliés et de leurs adversaires. Donc voilà. C'est cette économie de guerre et cette guerre-là dont il est question là. Et heureusement pour les bolcheviks, les forces étrangères en question étaient déjà un peu fatiguées, disons, parce qu'effectivement, il y a eu de fait une alliance des principales puissances mondiales à l'époque pour écraser très clairement la révolution russe. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché notamment parce que les puissances en question étaient quand même un peu exsangues du fait des 4 années de guerre de la Première Guerre mondiale, et aussi parce que les Russes blancs étaient tellement idiots qu'ils ont réussi à liguer contre eux la paysannerie russe, qui pourtant n'était pas a priori l'allié spontané des bolcheviks, du fait d'une crainte de la collectivisation pour des raisons principalement idéologiques à l'époque. Comme on va le découvrir en lisant le livre d'il y a 8 jours, dans la dernière étape, là où nous étions, nous, y compris français, l'équivalent de l'OTAN, où ces prémices à l'époque directement expliquées, impliquées, c'est aussi, indépendamment de ce qui vient d'être appelé par Guillaume, parce qu'on avait à peu près la même nullité de classe dirigeante que ce que nous avons aujourd'hui, et donc on peut avoir une petite idée de ça en regardant ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit commentaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché du tout. Et ça a été un bide sanglant, comme d'ailleurs il se prépare aujourd'hui. Et donc suite à ce communisme de guerre, il y a un souci qui s'est posé assez rapidement, c'est que l'adhésion idéologique, elle était réelle, mais le nombre de militants allait décroissant du fait de la guerre, puisque tout simplement ils mouraient au combat. Et la force des fusils, autant était très efficace pour réquisitionner et redistribuer ce qui était produit, mais constituait une motivation assez faible à la production. Et ce qu'on voit au fur et à mesure des années, à la fin de la période du communisme de guerre, c'est une diminution drastique de la production paysanne, et les bolcheviks interprètent cela, et sans doute à raison, comme une absence de toute motivation à produire, puisque tout ce que produit le paysan, on lui pique. Et donc, il est davantage encouragé à planquer ce qu'il a ou à consommer directement ce qu'il produit plutôt qu'à augmenter, disons, la production. Et c'est face à ce constat que Lénine et d'autres décident de lancer la NEP, qui consiste, alors tout bêtement, à stopper les réquisitions et à introduire ce qu'on appelle l'impôt en nature, mais en réalité, le principe est très simple, c'est que vous serez ponctionné à proportion de ce que vous produisez. Ce qui veut dire que vous avez plus d'incitation à produire, puisqu'on vous laisse une partie constante, enfin proportionnelle à ce que vous produisez, de ce que vous produisez. Et le problème étant que dans ces cas-là, pour réintroduire ce lien finalement entre production et richesse, il faut réintroduire la marchandise, la monnaie, la possibilité pour les paysans d'échanger leurs marchandises. Pour ce faire, il faut de la monnaie, et avec la monnaie s'ouvre la possibilité d'un retour du capital, puisque vous avez à la campagne des solidarités verticales qui font que les petits paysans sont assez liés aux gros paysans, qui les aident, qui leur filent un coup de main, alors bien sûr de manière pas gratuite, mais en leur prêtant des machines, etc. etc. Et ce qu'on va voir assez vite se réintroduire avec la NEP, c'est une forme de salariat plus ou moins déguisé dans les campagnes. Et ce qui m'a intéressé encore une fois dans le livre, c'est le bilan finalement que dressent les soviétiques de ça, en disant voilà, alors la NEP sera en partie une réussite, en partie un échec pour des raisons politiques, parce que encore une fois, cette montée en puissance de la paysannerie, et notamment de la paysannerie enrichie, sera à la fois certes donc un mythe idéologique brandi par le régime, mais aussi en partie une réalité. Et il ne faut pas oublier que les bolcheviks sont hantés par ce qu'ils considèrent être l'analyse marxiste de la Révolution française, cette fois,
qui, pour eux, est typique du fait que même si le pouvoir politique appartient à telle ou telle institution, à partir du moment où un pouvoir économique se reconstitue, va croissant, etc., il peut très facilement renverser le pouvoir politique en question. Et c'est un peu l'analyse qu'ils font des risques de la paysannerie russe. Si jamais un capital, notamment paysan, se reconstitue à la campagne et va croissant, il pourra balayer de manière très simple le faible État soviétique, alors en voie de constitution. Et en tout cas, bref, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le fait qu'il y avait une tentative pour jouer sur ces trois leviers. Et de manière générale, et ça encore Kritsman le dit, finalement Kritsman nous dit la principale, ce qui va spécifier le marxisme en réalité, dans son discours et dans ses pratiques, c'est la manière dont il va partager l'espace social dans lequel il intervient en trois camps différents, en un sens. Kritsman nous dit, voilà, si vous êtes marxiste, si vous êtes militant, si vous essayez de propager des analyses, etc., il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le monde social qui vous entoure. Et Kritsman nous dit, il y a trois catégories en réalité. Il y a les gens à qui vous vous adressez pour les convaincre, les militants potentiels. Et là, il faut faire un travail idéologique de conviction. Kritsman nous dit, deuxièmement, il y a une partie de la population dont vous savez très bien qu'elle ne ralliera pas de bon cœur le projet militant, socialiste, communiste, etc., mais à laquelle vous pouvez vous adresser par l'intermédiaire de son intérêt. C'est-à-dire, en gros, ce qu'ont fait les bolcheviks avec la NEP, c'est-à-dire non pas essayer de convertir les paysans au projet idéologique communiste, mais leur dire, vous avez intérêt à faire ça, et la preuve, c'est que, voilà, on va être capable de mieux gouverner, en gros, de gouverner d'une manière plus conforme à vos intérêts, que les Russes blancs qui n'ont qu'une envie, c'est de vous réduire à l'état de serfs, comme c'était le cas il y a un demi-siècle. Donc deuxièmement, la population entre guillemets neutre à qui il faut être capable de parler le discours de ses intérêts. Et troisième catégorie, nous dit Kritsman, c'est les adversaires irréconciliables. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il faut fusiller des gens ou les enfermer au goulag, mais d'être lucide sur le fait que faire de la politique, ça suppose qu'on reconnaisse l'existence d'adversaires absolument irréconciliable. Et en gros, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que finalement, on retrouve trois modalités du discours politique aujourd'hui. C'est, premièrement, quelque chose qui, si on l'isole, ressemble à un prêche religieux, c'est la tentative de convertir des gens à un projet. Deuxièmement, le discours gestionnaire, qui consiste à dire aux gens, je saurais mieux gérer que les autres vos intérêts, donc faites-moi confiance. Et troisièmement, le discours de la guerre. Et en gros, tout ce que disent les bolcheviks, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que, voilà, une des définitions du marxisme, ça consiste à dire que dans le domaine économique, il faut être capable d'appliquer ces trois modalités-là. On ne peut pas être juste dans le prêche. Ça, nous disent les bolcheviks, c'est le discours anarchiste. En gros, on considère que, le but du jeu, c'est de convertir des gens à un espèce de projet horizontal où tout le monde serait égal, etc. Et où il n'y aurait pas de projet ni gestionnaire, ni coercitif. On ne peut pas être dans la pure gestion, parce que ça, c'est un discours tout simplement, c'est le discours qu'on a aujourd'hui, qui consiste à ne juger la politique qu'à l'aune de la gestion, et encore sur des critères qui sont particulièrement faux, falsifiés, etc. Et on ne peut pas réduire non plus le discours politique à la guerre, mais il faut être capable de prendre chacun des trois en question. Et l'intérêt du cas soviétique, me semble-t-il, c'est qu'il a posé cette question-là, notamment à l'égard de la paysannerie. Est-ce que la paysannerie pouvait être un allié idéologique réel du projet socialiste? Est-ce que c'était une population dont il fallait protéger les intérêts pour qu'elle soutienne indirectement le projet? Ou est-ce qu'elle constituait un adversaire qui était irréconciliable avec le projet socialiste? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça dans les espèces de tentatives qu'ont fait les théoriciens et dirigeants soviétiques pour partager la paysannerie en différentes couches. Les koulaks ennemis, la paysannerie moyenne dont il fallait pas trop atteindre les intérêts, et la paysannerie pauvre qui pouvait, elle, être un allié militant du régime. Et voilà, je termine simplement là-dessus. Il me semble que, il y a plein d'explications du stalinisme, etc. Alors voilà, excuse-moi, j'allais t'inciter, mais tu y viens directement. Il faut expliquer que cette synthèse du bolchevisme, donc des apports du bolchevisme à la théorie, au mouvement et à la pratique marxiste, notamment en matière économique, c'est ce qu'on peut... en gros, c'est ça le stalinisme. Rappelons
je parle sous ton contrôle, que c'est Staline qui va faire, ne serait-ce que parce que Lénine meurt, qui va faire l'Union soviétique et qui va sortir de la NEP et qui va appliquer, en gros, de différentes manières, ces principes apparemment contradictoires, mais comme c'est un fin dialecticien, le père Staline. Alors, ce qui me semble quand même, c'est qu'il y a petit à petit, au fur et à mesure des années 20, puis surtout des années 30, une dynamique qui se met en place, du point de vue idéologique, j'entends, qui va quand même minorer la dimension de prêche et la dimension gestionnaire au profit d'une logique qui est de plus en plus celle de la guerre. Pour des raisons objectives ou pas, mais en tout cas, le discours qui va, qui va donner comme résultat qu'à partir de l'entrée au pouvoir de Staline jusqu'à la guerre, l'Union soviétique va avoir la plus grosse croissance mondiale, et de loin. Et alors, oui, évidemment, ça va, donc les résultats sont là, il va y avoir un gros coup d'arrêt pendant la guerre pour des raisons évidentes, quand on connaît. Et ça va reprendre après et jusqu'à la mort de Staline. Oui, voilà, mais là, on parle... Mais là encore, c'est une économie de stalinisme guerre. Et les rapports avec l'économie. Mais là encore, c'est une économie qui est principalement une économie de guerre. C'est-à-dire que autant la croissance, évidemment, mais c'est la croissance de l'industrie lourde, de l'industrie militaire. Et typiquement, le problème avec la paysannerie ne sera jamais soldé, puisque à la mort de Staline, on a encore un pays dans lequel les gens mangent pas tout à fait à leur faim. Il n'y a pas de famine évidemment, mais il y a quand même encore des difficultés en approvisionnement en biens de consommation. Donc là encore, même du point de vue réel, c'est pas que dans les discours, c'est une économie qui reste une économie de guerre, qui devient et reste une économie de guerre pendant les années 30. Dans ce sens de l'économie de guerre, je suis d'accord. Rappelons qu'il y avait la guerre froide. Alors avant, moi je pense des années 30, mais il y a déjà la guerre froide dans les années 30, c'est pas toi que je vais apprendre ça, elle était déjà assez une guerre larvée. Il y avait aussi la crise économique de 29, comme nous savons, du côté occidental. Mais voilà, il faut rappeler que, notamment les écrits, on va dire officiels ou officieux du genre Kritzmann et autres, vous faisant un résumé des apports du bolchevisme au marxisme en matière économique en particulier, eh bien en gros c'est le stalinisme, c'est la période stalinienne. Oui, avec, encore une fois, c'est cette tendance quand même à majorer ça te chagrine, le discours guerrier. Les faits sont là. Mais nous qui ne sommes pas du tout positivistes, comme tu le sais, c'est pas les faits au sens des positivistes, c'est l'histoire, les faits historiques, les conséquences concrètes, sans du tout minimiser tout ce que tu as pu dire sur la problématique des intérêts individuels et autres, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire si on réfère le marxisme de Marx, comme par exemple ce que Marx en dit avec Engels dans l'idéologie allemande et les choses comme ça. En tout cas, voilà, moi je me suis à peu près arrêté là, et encore une fois, j'avais juste fait deux, trois trucs sur le procès Boukharine qui me semblaient caractéristiques de cette omniprésence du discours guerrier, au-delà des questions simplement factuelles. Et alors, pour faire le lien peut-être avec propagande, donc j'ai principalement lu et médité les 13, si je dis pas de bêtises, 13 thèses du début de l'ouvrage. Moi, je les partage en grande partie dans leurs analyses. Ce qui m'a un petit peu heurté en un sens, mais c'est quelque chose que en fait, je reconnais chez Alain Badiou de manière assez systématique et qui avait déjà donné lieu à des débats, pas du tout avec moi, mais avec quelqu'un comme Daniel Ben Saïd, par exemple. Oui. C'est le fait qu'il n'y a jamais, je trouve, cette traduction dans la prose de Badiou d'analyse politique en un scénario probable de ce qui pourrait se passer. L'analyse de la situation est là, mais encore une fois, elle ne débouche pas sur ce scénario probable, et ça va de pair, me semble-t-il, avec une échelle politique qui est une échelle extrêmement vaste, puisque c'est ni plus ni moins celle de la planète, si je ne dis pas de bêtises, dont j'avoue que je vois mal comment est-ce qu'elle permet de tirer des conséquences concrètes sur ce que serait la tâche actuelle d'une organisation politique qui ne soit pas, encore une fois, parce que pour l'instant elle n'existe pas, qui ne soit pas une espèce de 5, 6 ou 7e internationale immédiatement présente à l'échelle de la planète entière. Bien qu'il en parle, hein. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, hein, mais Badiou parle de cette problématique, la question de parti, l'organisation, etc. Alors oui, il en parle, mais je trouve en des termes relativement abstraits, et par exemple, sur une des analyses, quelque chose qui m'avait frappé chez lui, c'est qu'on a une analyse du fait qu'un des sujets politiques contemporains de nos démocraties occidentales, c'est le prolétariat immigré,
notamment sans papier. Mais ce qui me semble-t-il, alors c'est un peu présomptueux de le dire comme ça, mais ce qui échappe, me semble-t-il, à Badiou, c'est que c'est un prolétariat qui n'a plus rien à voir avec celui des grandes usines allemandes du 19e, ni même avec celui de nos grandes usines françaises, puisque quand on regarde où travaille ce prolétariat immigré, c'est dans le BTP, c'est dans les métiers de service, c'est-à-dire dans des métiers qui sont éclatés, où il n'y a pas ce regroupement ouvrier dont on pouvait attendre que presque mécaniquement, ils conduisent à des organisations ouvrières via les syndicats, via les partis, etc. Et ça, pour le coup, voilà, ça ferait partie des questions que je souhaiterais lui poser. Autant je vois bien... Il doit venir normalement en octobre. D'accord. Nous a-t-il annoncé. Donc ce sera l'occasion, j'espère, de... Donc autant je suis tout à fait sensible à la thèse selon laquelle il n'y a jamais eu autant d'usines et d'ouvriers qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Oui, à l'échelle mondiale. Dans les usines chinoises, etc., ou indiennes, ou globalement en Asie et peut-être dans quelques temps en Afrique. On verra ce qu'il en est. Oui, mais comme tu dis, il oublie qu'aujourd'hui en France, les immigrés ne travaillent plus dans des usines. Ils ne travaillent plus dans des usines, et du coup, pour avoir... Alors je pense que lui, il l'a fait toute sa vie, il a des choses à en dire, effectivement, mais pour avoir un tout petit peu milité auprès de ces populations-là, en réalité, ce qui me semble, c'est qu'on retrouve avec les immigrés sans papier en question les mêmes difficultés que dans le syndicalisme avec d'autres publics aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'éclatement des collectifs de travail, une forme de précarité, mais pas que contractuelle, de précarité au sens où les gens ne savent pas où précisément ils travailleront le lendemain, ce qui rend très compliqué le fait de tisser des liens, etc. Et dernière chose, mais alors là je pense que on ne sera pas forcément d'accord, il me semble qu'il y a une non prise en compte de la dimension écologique, pas forcément au sens je sais que c'est le point où je suis totalement d'accord avec lui, et évidemment en désaccord. Et alors, juste pour préciser, pas au sens... dès que j'entends le mot écologie, je sors ma Kalachnikov, pas simplement en bon marxiste marxiste et en bon salinien. Pas simplement au sens de la préservation de l'environnement comme projet politique, mais au sens où, pour le coup, alors, mais encore une fois, peut-être c'est une erreur d'analyse de ma part, mais j'ai été assez convaincu par les discours que j'ai lus qui tendent à laisser penser qu'il y a une part de l'industrie existante qui va tendre à décliner du fait d'une diminution des ressources énergétiques notamment, et situation à partir de laquelle va se poser la question de finalement ça fera partie, je pense, des défis d'un socialiste potentiellement arrivé au pouvoir, de savoir comment gérer cette économie qui sera en partie une économie de la pénurie. Et de ce point de vue-là, je m'arrêterai là, il y a aussi des choses à apprendre, me semble-t-il, dans la révolution russe, parce que c'est la situation qui était celle, en réalité, des soviétiques, de faire face à la pénurie. Et il est possible, encore une fois, que ce soit une situation qui se profile à l'horizon, et qui nécessite, me semble-t-il, de s'intéresser à des publics laborieux qui ne sont pas uniquement les ouvriers, notamment, encore une fois, la paysannerie, pour le coup, et notamment dans le cas des pays occidentaux. Et dernière chose qui me semble importante, c'est aussi, et ça pour le coup, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, c'est la manière dont le marxisme a eu tendance à traiter l'artisanat et toutes les formes de travail qui ne sont pas nécessairement liées à l'usine et à la production manufacturière. Alors il y a une actualité politique en un certain sens, puisqu'on sait très bien que le milieu artisanal en France est un des principaux, alors non seulement électeur du Rassemblement national, mais leader d'opinion du Rassemblement national dans les campagnes où il n'y a plus de collectifs militants, syndicales, etc., mais où les relations de travail jouent encore un rôle de prescription politique. Et il y a aussi, me semble-t-il, un intérêt avec cette question de l'artisanat dans un univers où, encore une fois, il est plus certain, mais peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, que les ressources énergétiques permettent de faire fonctionner la production manufacturée à grande échelle, comme on l'a connu depuis, en gros, un peu plus d'un siècle et demi, disons, dans nos contrées. Bon, donc, je te confirme qu'on n'est pas du tout d'accord sur les prémices et une de tes conclusions, mais ça ne va pas être le débat, parce que ce n'est pas du tout ce qu'aborde Alain dans
dans les textes, ni d'ailleurs dans les commentaires nombreux qu'ont fait, y compris des gens qui sont ici, Oliver. Non, encore une fois, moi je faisais que pointer les choses qui me semblaient manquer, parce que les thèses. Alors, je pense que mais sur l'idée générale que tu évoques, c'est-à-dire celle d'abstraction, si on veut pour dire simple, c'est tout simplement, je veux dire, ça tient à un vieux débat, comme tu sais, qu'on a avec Alain depuis maintenant fort longtemps, c'est-à-dire qu'il nous explique, enfin il m'explique depuis longtemps qu'il est communiste. Je dirais, si tu veux, marxiste. Là, on va être beaucoup plus réservé. D'ailleurs, lui-même, après beaucoup de discussions entre nous, se revendiquer matérialiste et a fini par m'expliquer. Là, on retrouve la lecture symptomale de son vieux professeur Althusser, que au fond, Marx était idéaliste. J'ai une correspondance. Je pensais que c'était l'inverse. Ah non, il m'a expliqué. J'ai les pièces de conviction. Mais du coup, qu'est-ce qu'il entend par matérialiste? Parce que... Ah ben voilà, c'est là que ça se complique. En fait, tu sais bien que Alain est platonicien, oui, totalement idéaliste, et que le communisme est une idée. Voilà, alors oui, je l'ai attaqué là-dessus de nombreuses fois en lui disant tu as le droit de penser ça, et ça c'est ton communisme, mais c'est pas du tout celui de Marx. Alors, c'est un vieux débat qu'on va peut-être reprendre quand il va venir, mais pour reparler de la situation, comme Alain le dit lui-même d'ailleurs, tout en n'ayant pas été situationniste du tout, eh bien, tu y as fait allusion d'ailleurs de manière très opportune aujourd'hui à propos justement des artisans, etc. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que ce soit le débat, parce que ce n'est pas ce qui est abordé dans la revue. Ce qui est abordé dans la revue, et qui se confirme, c'est un petit peu quand même deux choses. On a parlé de que faire tout à l'heure. Alors, depuis à peu près une vingtaine d'années, en tout cas depuis que je fais ce que je fais dans la librairie, donc l'espèce de médiateur d'éducation populaire marxiste, c'est une question qui revient de manière lancinante. D'ailleurs, lors de la première intervention de Badiou, c'était il y a plus de 10 ans, c'était en 2008, au moment où il avait écrit De quoi Sarkozy est-il le nom. On termine là-dessus en rigolant. Que faire? Ben oui, que faire? En réalité, c'est une fausse question, parce que faire? On manque de bras vu tout ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que la question qui se pose tous, comme il le rappelait, à juste titre, et là je suis d'accord avec lui, c'est pour eux, que faire? C'est pour qui on va voter. Alors nous passons... Je vais te laisser réagir à ça tout de suite, parce que là où je voulais en venir, c'est pas ça, c'est revenir sur ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le que faire de Lénine, parce qu'une des choses que je rappelais souvent aux néophytes ou aux jeunes un peu aguerris, supposément de la chose marxiste et léniniste, je leur rappelle que dans le Que faire de Lénine, qui est une conférence beaucoup plus courte que le roman qu'on a évoqué, eh bien, Lénine conclut en disant, eh bien, écoutez, camarades, je peux résumer cette longue conférence d'une seule phrase. Et alors, je disais à tout le monde, bah, vous devez la connaître. Alors, en général, personne ne la connaît. Et donc, je ne vais pas faire la mauvaise blague de me poser la question, vous pourrez vérifier. Hein. Eh bien, la réponse laconique, donc qui résume la situation de Lénine, qui à l'époque est encore social-démocrate, hein, en titre, le bolchevisme n'est pas encore là, encore moins le communisme soviétique. Et donc, il a décrit pendant toute cette conférence 3 périodes de la social-démocratie. Et... pas seulement russe d'ailleurs, mais enfin principalement russe, d'accord. Et il conclut, eh bien, que faire, camarades? Liquider cette 3e période de merde. Enfin, de merde, c'est moi qui l'ajoute. Oui, je crois pas que ce soit dans le texte. Mais enfin, et vous allez voir comment, si vous lisez la manière dont il écrit la 3e période en question, ça correspond quand même à peu près à ce que nous connaissons depuis maintenant une 50aine d'années en France. Et surtout, à quel point le commentaire que je faisais déjà à l'époque à mes petits camarades est vérifié aujourd'hui, c'est-à-dire la chance que vous avez, jeunes gens, qui vous posez la question de que faire dans le projet de liquider cette 3e période de la social-démocratie, pourtant florissante et absolument hégémonique, puisque vous avez remarqué qu'il y a une espèce d'unanimisme dans la débilité actuelle, y compris d'ailleurs chez certains supposément communistes. Eh bien, je leur ai expliqué, le gros avantage que nous avons maintenant, c'est que depuis que je les observe, ça fait quand même une 50aine d'années, de manière assez attentive et bien informée de ce qui se passe, notamment du plan économique, eh bien, je peux vous dire qu'ils s'appliquent eux-mêmes très efficacement à s'auto-détruire et à se liquider eux-mêmes. Et d'ailleurs, là, nous sommes arrivés à un moment où, comme chacun peut le constater, là, c'est le retour à la situation actuelle,
eh bien, ils ont bien avancé. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel ils sont, d'autoliquidation totale. Et l'autre commentaire, et rassure-toi, je termine là-dessus, mais qui est en rapport avec la revue, aussi les commentaires de Badiou, mais aussi ton livre, c'était que c'est le rappel du fameux avant-propos de la préface de la critique de l'économie politique de Marx, où il dit, en gros, en 2 pages ou en 3 pages, et même à la limite en 3 paragraphes, à peu près ce qu'il a voulu faire, où il voulait en venir et quelles sont ses conclusions. Et là, c'est la réponse à tous ceux qui viennent me voir totalement effondré, catastrophé, en me disant mais ça va être la catastrophe, tout va changer. Enfin, vous connaissez ce discours, il est quasiment omniprésent actuellement, et pas seulement dans les médias, et y compris à la librairie. Alors ils sont un peu frappés par ma sérénité goguenarde. Quand est-ce qu'il pourrait se produire maintenant, y compris dimanche, et après surtout. Et je leur rappelle que jamais ça n'est la superstructure qui a changé quoi que ce soit à ce qui se passait dans l'infrastructure, que comme le rappelle Marx, c'est les bouleversements qui, lorsque les rapports de production deviennent des entraves au développement des forces productives, alors ont lieu des bouleversements dans l'infrastructure, c'est-à-dire les rapports sociaux de production, donc pas du tout ceux qui préoccupent actuellement notre classe politique, et quand je dis actuellement, c'est depuis une bonne 50aine d'années, eh bien, ça crée des bouleversements, effectivement, sérieux, des crises même, et ils finissent par se répercuter au bout d'un certain temps dans la lourde superstructure. Autrement dit, les bouleversements politiques, l'effondrement auquel nous assistons aujourd'hui ne va rien changer. C'est parce que tout a déjà changé dans l'ordre de la production. Toutes sortes de bouleversements et de changements sont déjà là, et déjà là depuis un certain temps, que notre appareil politique et idéologique petit bourgeois est mis cul par-dessus tête. Mais rien ne va changer parce que les choses sérieuses affectant nos vies, comme ils disent eux-mêmes, hein, eh bien, elles ont déjà changé depuis un certain temps. Elles s'aggravent, certes, mais c'est absolument pas les évolutions politiques, y compris les échéances immédiates qui nous guettent. Elles vont simplement, maladroitement, essayer de s'adapter à ce qui a réellement changé et qui a déjà changé. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je partage pas ton scepticisme goguenard. Non, mais c'est pas du tout du scepticisme. Non, pardon. C'est pas du tout du scepticisme. Au contraire, c'est même de l'optimisme qui n'est évidemment pas positif, ou au sens de positivisme, mais qui dit, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que tout ce que vous auriez à subir de sérieux pour vos vies, vos existences concrètes, vos conditions d'existence, toutes les choses dommageables, et il y en a pas mal, elles ont déjà eu lieu. Elles ont déjà eu lieu depuis un certain temps. Et c'est elles qui provoquent les bouleversements politiques. Et non pas l'inverse. Donc n'attendez pas des bouleversements politiques qui corrigent quoi que ce soit. Puisse le dieu du marxisme te donner raison. Mais sur le Lénine et le que faire, il me semble que je suis pas sûr que le problème soit qu'on manque de bras, au sens où en non, mais réalité, ça c'est pas Lénine, c'est pas Lénine. Non, bien sûr. Ça c'était le discours de Badiou, tu pourras vérifier il y a 14 ans. Oui, mais quand tu as dit que faire, en fait, en réalité, on sait ce qu'il faut faire, on manque de bras. Il me semble que en réalité, si on fait le décompte bêtement mécanique, il y a beaucoup plus de militants, toutes choses confondues aujourd'hui, qu'il y en avait en 1902 ou en 1905. La principale différence, me semble-t-il, c'est que en fait, en réalité, les militants ne sont plus là où sont les travailleurs et inversement. Ben, ta réponse, ma question serait dans ta réponse et réciproquement. Tu dis la même chose que moi. Ah bon, pardon. En réalité, tout ça, c'est de la guignolade. Et ça fait 50 ans que ça dure. Alors, je sais pas, ça fait 50 ans donc ils arrivent en bout de course, là. Alors, ben, ça, moi, je peux te dire, j'en suis témoin, ça fait 50 ans que ça dure, enfin, que ça a été engagé. Vous savez, la théorie et le mouvement, hein. Donc, le mouvement. Oui, mais et sa théorie, je peux te dire que c'est bien la théorie marxiste, c'est celle de Lénine. Donc, liquider, en fait, là, j'en reviens à la réponse de Lénine, liquider la social-démocratie, je leur dis, quand je leur dis, elle est en train de s'auto-liquider,
pour beaucoup d'entre eux, ça les concerne eux-mêmes. Mais Parce que c'est tous des petits bourgeois qui n'ont plus rien à voir avec les idées qu'ils prétendent avoir, et surtout pas le communisme. Mais ça, autant on peut être d'accord là-dessus, mais je suis pas sûr que ce soit assimilable à ce que Lénine appelait la troisième période, puisque on est quand même dans un univers en Russie où à l'époque il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de parti au sens électoral du terme. Je t'invite à relire les derniers paragraphes où il décrit la troisième période, tu verras. Il dit la troisième période, mais c'est pas encore une fois cette période électorale. Donc moi je pense où il t'explique le déclin de cette social-démocratie, qu'il voit positivement, puisque lui-même est social-démocrate à l'époque. Et t'explique ce qui ne va plus. Et tu vas voir, y compris au niveau philosophique. Oui, c'est assez amusant. Ce qui ne va plus, c'est pas l'électoralisme que tu as l'air de critiquer. Non, bien sûr. Non, mais voilà, alors je m'explique, évidemment. Mutatis mutandis, je ne me prends pas ni pour Lénine, ni pour Marx, évidemment. Mais je t'explique qu'au contraire, ce qu'ils expliquent, la réponse au que faire, les soi-disant militants, je mets beaucoup de guillemets parce que j'aimerais bien savoir en quoi ils militent, quel peut être l'effet politique concret qu'ils peuvent avoir dans la vie réelle, zéro. Et je peux dire, ça fait un moment que ça dure. Et pour ce qui concerne les communistes, c'est depuis le 22e congrès où ils ont abandonné le marxisme en abandonnant la notion de dictature de prolétariat. Donc ça fait pas tout... Si, ça fait 50 ans maintenant. Donc c'est pour ça que je dis ça fait 50 ans que ça dure, mais ça ne s'est pas déclenché à ce moment-là. Ça venait comme toujours, c'est un processus. Mais alors ce qu'ils veulent, c'est exactement là où ils en sont aujourd'hui. Pour qui voter? Donc il faut créer des partis, des organisations pour lesquelles on va voter parce qu'on va arriver au pouvoir et on va transformer les choses. Non, les choses, c'est dans la vie réelle. Donc effectivement, un des problèmes, ce que tu as d'ailleurs soulevé, et que soulevé aussi bien Lénine que d'autres, y compris Marx d'ailleurs, c'est celui du syndicalisme, oui. Bien sûr. Parce que c'est à peu près les seules organisations qui s'impliquent réellement. Mais regardez ce qu'est devenu le syndicalisme en France. Et ça date pas d'hier non plus. Donc quand il nous parle de militantisme, alors déjà, il n'y a pas grand monde qui soit syndiqué dans tout ça, et vraiment plus grand monde aujourd'hui. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils appellent militantisme? Ça consiste à faire quoi? C'est toujours ces gens qui sont dans l'être plutôt que le faire, du genre notre camarade Friot, que tu connais bien, puisque je te l'ai fait rencontrer il y a bien longtemps. Et donc en fait, que faire? Ce qu'il faudrait faire pour faire ce qu'ils annoncent ou ce qu'ils prétendument souhaitent, ça les intéresse pas du tout. Ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Mais ils ont envie de sauver la planète, par exemple. Alors ça, je sais pas, très sincèrement, je pense que c'est pas... Ou de promouvoir la liberté libre à la Arendt. Certes, mais c'est pas très charitable quand même pour les militants syndicaux qui demeurent... mais tu sais, je les connais bien, les militants syndicaux. Je sais pas si du tu coup, sais. Je les ai pratiqués de l'intérieur et au plus haut niveau de la CGT. Donc, c'est peut-être pas le bon niveau, justement. Non, mais quand tu es à la CGT, comme je l'ai fait, la seule organisation, je veux dire que tu passes par tous les niveaux. Et y compris artisanaux, tu parlais de l'artisanat, donc il y aurait beaucoup à dire, mais enfin, je ne vais pas accaparer la parole, mais de dire je ne suis pas charitable du tout, je te le confirme. Je veux dire, une fois qu'ils auront compris qu'ils sont des merdes, et qui vont sortir le doigt du cul, parce que là, pour l'instant, ils veulent être réenchantés. Ben, je veux dire, traduction libre du que faire. Hein, si vous comptez sur vos réenchanteurs, là, pour vos lendemains qui chantent, vous allez être déçus. D'ailleurs, ça fait pas mal d'années que je répète ça, et c'est ce qui se passe. Et tout particulièrement maintenant. Donc, oui, si vous voulez vraiment faire, c'est ça la question. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire. Il y a encore le son, mais c'est pas grave que j'ai été coupé. Moi, je me coupe volontiers, je peux me le permettre. Et alors, moi, tout ce que je dis, en gros, c'est que je pense qu'il y a des gens qui font des choses, et notamment des militants syndicaux. Le problème, c'est que moi, ce qui me semble manquer, mais alors, c'est pas une perspective de réenchanter en général, c'est la construction d'un scénario politique. Et un des symptômes de ça, à mon sens, c'est la floraison des discours autour de l'utopie. En réalité, l'utopie, c'est, à mon sens, quelque chose de négatif. Et ça a toujours été comme ça dans le marxisme. Tu as remarqué que, y compris Oliver Brax, qui est ici présent, a souligné les contradictions internes de ce bon Alain à ce propos. Là, oui. Tu rejoins totalement une des critiques majeures que nous faisons au texte d'Alain. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a intéressé dans les cas dont je parle, l'Allemagne, la Russie et l'URSS, c'est la capacité à élaborer des scénarios politiques mobilisateurs
autour desquels on puisse construire des organisations qui sachent à peu près, bah voilà, de dire qu'est-ce qu'il y a à faire là, qu'est-ce que ça va produire comme situation dans laquelle on pourra faire autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à, alors potentiellement la construction du socialisme, mais en tout cas, scander finalement la révolution, ce qui peut être le cas sur des périodes très brèves, comme ça a été le cas en 17. On va pas faire la révolution. Non, bien sûr que non. Mais surtout pas maintenant. Non, mais ça, évidemment. Et pour que faire, il faut déjà être dans le faire. Et la plupart de tes militants, il n'y en a pas un seul que je connaisse je sais pas qui soit dans le faire quoi que ce soit. Ce que j'appelle faire. Je sais pas ce que tu appelles faire, mais en tout cas, essayer d'organiser produire, sur les faire lieux de des travail. choses utiles. Un travail, comme le décrit Marx dès les premiers chapitres du Capital, collectif ou individuel d'ailleurs, en fait, réellement utile aux autres. Mais si tu reproches aux militants de ne pas travailler syndicalement ou d'être dans des branches que tu considères pas être des branches. Non, pas du tout. Je leur dis, ils ne foutent rien. Tout ce qu'ils font, c'est de la guignolade. C'est de l'occupationnel. C'est se trouver... Ils sont en recherche de sens, donc ils se sentent un peu mal. Alors on fait partie d'une asso ou d'un truc où on milite pour pas être trop triste quand on s'aperçoit qu'il y a des injustices dans le monde. Ça correspond pas aux militants syndicaux avec lesquels je peux... Ah non, mais là, je parle des militants syndicaux, mais combien il en reste? Mais les militants syndicaux, je peux te dire, témoignage personnel... à la CGT, pour ne pas la nommer, la CGT libre qui s'appelle la Filpac depuis pas mal de temps, mais où nous avions créé un syndicat à l'ancienne, fondé sur les corporations, comme les tout premiers syndicats CGT. On avait fait un syndicat en plus national, ce qui ne faisait plus depuis longtemps, c'était toujours des sections, des branches régionales. Ils avaient admis tout ce que je leur avais expliqué, etc., pour des tas de raisons. Eh bien, sans doute la raison pour laquelle finalement le syndicat en question n'a jamais vraiment vu le jour. Mais ils étaient à court d'idées, tous, et c'était des gens extrêmement valables et compétents. Je ne les critique pas. Non, je veux dire, c'est pas eux que je critique. Je veux dire, l'appareil qui est toujours à Montreuil, ils y sont peut-être toujours, je ne sais plus qui est là-bas, je ne vais pas citer de nom et autres, il y avait d'ailleurs pas mal de trotskistes ou autres, qui étaient très compétents pour faire leur travail d'administration, de syndicalistes, de permanents du syndicat, pour que le faire du syndicat puisse s'organiser. Il est obligé de se... Et là, on avait des gens qui étaient bien organisés, qui héritaient d'une longue tradition. Le problème, c'est qu'on avait des sujets, mais aucun objet. C'est-à-dire pour faire quoi justement et alors je te dis mais pourquoi un scénario s'ils avaient simplement fait, s'ils étaient réellement dans le faire, s'il y avait une analyse de classe, une analyse lucide des rapports de force, des intérêts de classe, parce que le problème c'est que c'était, comme dit fort bien Lénine d'ailleurs, comme tu le sais, il s'était totalement en petit bourgeoisie, il n'avait aucun intérêt, non pas seulement à faire la révolution, tu parles, mais en plus à faire quoi que ce soit qui aille dans le sens de ce que pourrait préconiser un marxiste ou un léniniste, en termes de syndicats. Et il s'en apercevait petit à petit. La meilleure preuve, je veux dire, c'est le responsable président de la branche provisoirement à l'époque. C'était au moment des Nuits debout. Comme j'étais vraiment trop radical, j'étais anti-européen. Il faut savoir que, entre autres, la CGT, j'ai fini par m'en rendre compte et j'ai eu l'aveu. Comment ça fonctionne? Les gens n'imaginent pas. Sur budget européen. C'est le Fonds social européen, non, en totalité, je peux dire. C'est le Fonds social européen qui les fait. Mais il n'y en a pas. C'est ça que j'ai découvert. Quand même. Très peu. Mais parce que moi, tu sais, j'étais contrôleur de gestion aussi. L'économie réelle, je ne l'ai pas appris en fac. Mais je dis pas qu'il ne touche non, pas je peux te dire, d'Europe. quand j'ai été creusé, justement, quand on a créé la branche librairie, j'ai dit, mais attendez, il va falloir quand même qu'on paye les cotisations, etc. Et j'ai fini par comprendre pourquoi ils sont contre. Bon, j'abrège parce que ce serait très long, mais déjà à cette époque-là, souvenez-vous, les Nuits debout, c'était l'émergence d'une partie de la bande de guignols qu'on a aujourd'hui, même si beaucoup ont déjà été frappés d'obsolescence précoce, ça va très vite maintenant, eh bien, c'était, écoute, ils me font revenir, Dominique, on va revenir à tes idées, parce que on se tire tous dans les pattes, tu sais, entre les Trotsko et compagnie à la CGT, tu connais à peu près l'ambiance, mais le problème, c'est qu'on sait plus, on n'a plus du tout la même idée de ce que c'est que le syndicalisme, et même on ne sait plus ce que c'est. Pour te donner une idée de... voilà, donc, on en est là. Et pourquoi? Parce que depuis déjà un bon moment, il n'y a plus la moindre analyse rationnelle, matérialiste, je ne parle même pas de dialectique,
des forces au sens mécanique même, au sens où l'utilise Marx quand il analyse le fonctionnement de l'économie et surtout du corps social productif, les intérêts réciproques des différents groupements, des classes sociales, l'état des forces dans lesquelles ils sont, à l'intérieur des forces elles-mêmes productives, quand elles sont encore des forces productives. Donc ça a complètement disparu des radars, couche de révisionnisme après couche de révisionnisme, mais ça a commencé bien avant, c'était déjà dès les années 60, cette affaire-là, on peut dire dès le rapport Khrouchtchev, et même avant. Donc, à force, donc le marxisme, dont tu as rappelé que c'était d'abord et avant tout la science de Marx et la critique de l'économie politique, à juste titre, ce que il n'était pas ton directeur de thèse, mais ton juré a parfaitement expliqué, Fischbach, sur les bons conseils de notre regretté camarade bourgeois. Il avait bien compris ce que c'était que la philosophie, donc la science de Marx, et ce que c'était en conséquence que la critique de l'économie politique, et qui n'avait plus rien à voir avec toutes sortes de choses dont tu as parlé sans en discuter ou en disqualifier l'intérêt. Voilà, alors pour reparler, parce que c'est quand même le thème de la soirée, ou du moins de la revue, on a ici un excellent historique qui nous permet de comprendre en partie pourquoi, en tout cas, ceux qui se revendiquent du marxisme en sont arrivés là, au niveau de nullité, mais qui est un niveau de nullité générale, je veux dire. Entre autres, à propos des absurdités sur la raréfaction des ressources, ou la situation de pénurie, c'est pas pour dire qu'une situation de pénurie, de manière strictement marxiste et matérialiste, que tu as analysé, c'est-à-dire effectivement on a une situation de pénurie dans la Russie des soviets, et en particulier au moment de la Révolution et dans les années 20, au moment de la NEP, etc. Bien sûr qu'on est dans une économie de guerre, je suis entièrement d'accord, c'est pas du tout ça que je conteste, mais ce que je veux dire, c'est que ce type de pénurie n'a absolument rien à voir avec ce qu'on évoque aujourd'hui et que tu as suggéré par tes allusions à ta critique de l'anti-écologisme d'Alain Badiou, qui est une des choses que nous partageons depuis longtemps, sans même parler du culte débile de Gaïa et autres inepties en tout genre qui alimentent l'idéologie dominante libérale, qui est fondée y compris sur ces sottises sur la question des ressources. Cette espèce de néo-malthusianisme ultra-réactionnaire et complètement régressif. J'étais un peu long, mais avant que le public veut intervenir, mais je vais te passer la parole. Je laisse quand même l'opportunité à Guillaume éventuellement de faire un commentaire laconique. Non, il n'y aura pas de commentaire laconique parce que ce serait un peu long. Simplement encore une fois, moi, sur le marxisme, je pense vraiment qu'il y a une difficulté aujourd'hui qui est que, et je reviendrai à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que en fait on trouve beaucoup de gens qui écrivent des livres sur Marx. Je pense que maintenant c'est assez compliqué quand même de ne pas, de méconnaître ce qu'a dit Marx. Il y a beaucoup de livres qui portent là-dessus, etc. En revanche, sur le marxisme, et c'est pas du tout pour souligner l'originalité de mon travail, vraiment peu importe, mais je pense qu'on manque beaucoup de choses on manque beaucoup de travaux sur les expériences politique réelle, pas seulement en termes d'organisation économique, mais de manière générale en matière militante, sur ce qui a pu constituer le marxisme au XXe siècle. Je suis entièrement d'accord. Et donc, c'est mon mantra habituel. Lisez le livre. Et encore une fois, moi j'ai fait ça sur les langues que je maîtrise, mais il y en a plein d'autres. Non, des livres qui ont un intérêt en rapport avec ce que tu viens d'évoquer, il y en a à peu près zéro. Il y a eu... par exemple celui de Fischbach l'autre jour, etc. Il va y en avoir, comme tu le sais, on en reparlera tout à l'heure, auquel j'espère tu pourras contribuer. Mais parmi les... C'est pour ça que j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Parmi les livres intéressants à lire, où on s'intéresse réellement, je dirais, dans une perspective marxiste, ne serait-ce que du sens de l'histoire et de l'importance que Marx accordait à l'histoire, où on apprend des choses sur y compris l'histoire de l'économie politique, ou de la critique de l'économie politique par Marx
et ceux qui se sont revendiqués ses héritiers, à tort ou à raison, et les résultats que ça a donné, eh bien, on a, à mon avis, le seul livre, à l'heure actuelle, sérieux et adoubé comme sérieusement marxiste, réellement marxiste, de ce point de vue-là, en dépit de nos petits désaccords. Donc lisez le livre. Merci. Hein, et maintenant, mais approche, comme tu sais. Parler fort. Ouais, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Alors tout d'abord, je parle du fond de la classe parce que je suis le dernier, je n'ai pas lu le livre. Et je n'ai pas lu tu vas le lire, j'espère. Voilà. Bientôt. Mais malgré tout, je veux essayer avec ma sensibilité et un peu d'intuition de vous livrer ce que j'entends. Approche un peu quand même. Oui, si j'approche un peu. Ce sera plus simple. Et voilà, parce qu'on ne te voit même pas. Voilà, vas-y. Bon, je veux commencer par Lénine. Cette conférence, Lénine était quelqu'un de très intelligent et un très bon orateur. Et un très bon orateur, quand il arrive à sa conclusion, il veut tout ramasser, il revient toujours au début. C'est logique. Et il se demande que faire. Eh ben, liquider la troisième période. Voilà. Et il se dit que faire, que défaire. Que faire, que défaire. Et je crois qu'on peut ajouter autre chose pour notre époque, prendre l'héritage de la manière de penser de Lénine, au-delà de sa pensée. C'est effectivement que défaire, et comment le défaire. Que défaire, je ne vais pas prolonger, parce que ma question est plus sur le marxisme, mais que défaire, bien sûr nos institutions, toutes les institutions. Et je vais en venir au syndicalisme, justement. Donc que défaire, et après, comment le défaire. Et je crois que c'est très stimulant. Parce que défaire? Repérer tout ce qui entrave les propositions, les intelligences, l'intelligence collective, le vœu de la population, les besoins absolument primordiaux, les avenirs qui se présentent. Donc voilà, comment le défaire, je crois que ce serait ça le travail. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà, c'est le jouissif. Mais c'est hegelien aussi. Hein, aussi, tout à fait. Même si, alors là, ta question. Ma question. Et qui est encore c'est plutôt une invitation à se questionner. Marx était un génie. Il faut l'admettre. Avec son double, son inspirateur, Engels, ce sont des génies. Et un génie, il délivre toujours une pensée qui est assise sur son temps, un constat, un effroi. Et Marx était un grand sociologue. C'est un très grand observateur. On ne le dit pas assez. Au-delà d'être un théoricien et d'un proposeur de solutions. Et donc Marx, et tout génie, propose une pensée et une manière de penser. C'est-à-dire il nous invite à essayer de penser comme lui. C'est-à-dire une méta-pensée. Et la méta-pensée, je crois, de Marx, c'est, bien sûr, je fais des propositions, mais par rapport à mon temps, je ne sais pas quel sera l'avenir, je ne suis pas un devin. Et ce serait un peu ridicule de se dire, on va retourner à Marx et on va prendre tout ce qu'il a dit. Lui, s'il est là, et je pense qu'il est là, il nous dit, attendez, vous avez votre époque telle qu'elle est. Et je crois que le titre du livre, La naissance du marxisme, c'est un très bon titre. Et en cela, il porte un double, comme tout bon titre, il attire, il y a quelque chose en lui qui vibre. Et comme tout bon titre, il invite à le questionner. Bien sûr, la naissance historique, mais aussi, je crois très sincèrement, que le marxisme est encore à éclore. Il est encore à éclore, et lui-même le dirait. Parce que il disait qu'il n'était pas marxiste. Parce qu'il y a des choses qui changent avec le temps, très vite, avec les événements que lui n'a pas connus. Et notre époque, par exemple, il y a une donnée supplémentaire. Et contrairement à ce que vous dites, je crois que la pénurie, par exemple, Marx dirait, attendez, pensez comme Marx, et la pénurie, c'est une doxa du moment. C'est une doxa du moment, c'est une hypnose collective. Et on comprend bien les énergies qu'elle réfrène, du coup, les énergies révolutionnaires ou autres. Certainement d'avidité, mais aussi révolutionnaires. Parce que quand on dit pénurie, oh là là, il faut que je formuler une question. Je formule ma question. C'est, nous avons une nouvelle donnée, c'est la communication. Et je pense que si certaines institutions, parce que pour moi, les syndicats sont des institutions, si elles se délabrent, mais c'est normal, c'est le temps qui avance. Et je crois qu'à vouloir conserver les choses, retenir, etc., c'est se pétrifier, devenir dur, devenir finalement pas très intelligent de l'époque.
Donc, si les syndicats tombent comme une vieille peau, ça ne fait rien. Quelque chose renaît. Là, tu es de nouveau hegelien et marxiste. Et oui, tout à fait. Et donc, nous avons une économie de communication. Et donc, ça réinvente la manière qu'a le peuple de se mobiliser, ou de le mobiliser, ou de partager les idées, ou de travailler. Mais c'est pas une question, on peut circuler. Mais non, mais ne pensez-vous pas que... Voilà. Donc je te laisse répondre à ça. En fait, c'est une invitation plutôt à... Alors, très sincèrement, moi, je suis pas du tout convaincu qu'il y ait une forme de spontanéité pré-institutionnelle ou anti-institutionnelle qui puisse faire vivre des collectifs sans institution pour les encadrer, leur donner du sens. Ça, vraiment, j'ai du mal à... Et l'économie de la communication dont il est question, je sais pas ce que vous mettez sous ce terme-là, mais si c'est le fantasme, me semble-t-il, d'un échange immédiat qui serait médiatisé par aucune institution, aucune organisation, ça, je pense que je suis pas sûr que ça existe. On voit le résultat. Non, juste une chose, un exemple, peut-être un peu comique. Les vidéos que propose Dominique, ça fait partie de cette économie de la communication. Bien sûr, mais elles peuvent être décisives. Un adolescent peut en entendre une. Elles peuvent être... Non, tu entends ça une fois, tu dis je vais aller voir ce livre, et qui sait si ça ne provoque pas ta destinée. Oui, et c'est dans ce sens-là que je tu crois à évoquais, cette contamination. Communication dans le sens de contamination, pas de virus, mais d'intelligence. Oui, non, mais ça, d'accord, mais il me semble qu'il faut moi, quand j'avais même pas compris comme ça, d'ailleurs, Guillaume non plus, mais ok. Ça, pourquoi pas, mais il me semble que la vidéo, ça suppose une institution, ça suppose qu'il y ait des formes d'habitude, des formes de collectif. Voilà, un faire, si vous voulez. Et donc, voilà, je suis pas du tout certain que ce mouvement de l'histoire anti-institutionnel, et de manière générale, en fait, moi, il me semble que le problème de cette perspective, c'est qu'à part une forme de quiétisme politique, je vois pas très bien, pour le coup, quel faire est-ce qu'on en déduit. S'il s'agit juste de laisser se défaire, ce qui est en train de se faire défaire tout seul, bah dans ce cas-là, la posture du spectateur peut être la bonne. Donc voilà, c'est ça qui m'interroge. Et moi, en fait, dans le livre, ce qui m'a intéressé, c'est justement comment est-ce que les marxistes, entre guillemets, avaient essayé de passer outre cette dimension un peu quiétiste qu'on peut avoir si on lit Marx comme le théoricien d'un mouvement de l'histoire qui serait quasiment autonome, ou en tout cas qui serait... en partie qui se déroulerait, sur lequel on pourrait avoir un pur point de vue de spectateur. Et sur la pénurie, en fait, je peux être d'accord avec vous, il y a une forme effectivement de pénurie qui est l'idéologie contemporaine, mais en fait, toute la question est de savoir pénurie de quoi. Et là, c'est là, en fait, effectivement, il n'y a pas de pénurie générale potentiellement, mais par contre, moi, je fais partie de ceux qui pensent sincèrement que certaines choses vont se retrouver à manquer pour des raisons qui sont plus des raisons socio-historiques. Qui sont pour des raisons écologiques, désolé, non, de bêtes ressources matérielles physiques, quoi. Ça veut pas dire peut-être qu'on pourrait les remplacer par d'autres, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, voilà, ça dépend de Non seulement je ne suis pas d'accord du tout avec ça, mais je suis, et comme tu sais, j'ai publié, je publie toujours mes sources, c'est pas les opinions de Dominique qui ont un intérêt quelconque, c'est tu es en désaccord total avec Marx. Oui, mais Marx n'a pas fait d'études de géophysique, par exemple, sur les carburants fossiles et sur la manière dont l'économie du... Bah non, mais moi j'ai lu des travaux dessus, ça c'est certain. Mais lui, il a tout lu à l'époque. Oui, mais il a tout lu, il est mort en 1883. Mais la question n'est pas là. D'un point de vue marxiste, la question c'est que là, tu es en train de nous resservir la vieille lune malthusienne. Alors non, pas du tout, c'est pas ça, Malthus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la science physique a progressé depuis 1883. Oui, ça, je suis désolé de m'en excuser ici. Bien sûr, mais la science a progressé au sens que tu lui donnes, évidemment. La science marxiste elle-même est appelée à progresser. Il n'y a aucun souci. Également. Le problème, c'est que ceux qui sont en charge sont assez catastrophiquement incompétents. Mais pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, on va dire, qui sont idéologiques. Donc, l'histoire de la pénurie, je veux dire, mettez-la de côté parce que là, vous allez dans le mur et comme d'ailleurs les événements actuels, parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle, sans même remonter jusqu'à Malthus, je veux dire, mais bon, oubliez ça parce que c'est pas du tout le problème que vous avez aujourd'hui. Certes, les dernières crises n'étaient pas des crises de surproduction, comme certains très mauvais lecteurs de Marx qui n'ont pas compris grand-chose ni à l'économie, ni à sa critique de l'économie politique ont interprété les crises récentes. Mais c'est de toute façon pas ce que disait Marx, c'était des crises dans la circulation, etc. Mais c'est pas pour ça que le problème est un problème de pénurie de ressources. La question qui intéresse et ce pourquoi Marx nous donne une méthode
décrit une loi, c'est quand même tout l'objet du capital, du mouvement général, de tout ça, c'est celle du développement des forces productives, incluant non seulement nous autres, les travailleurs, mais toutes les ressources que nous mettons à l'œuvre pour ça. Et il y a les passages célèbres de Marx où il rappelle que, notamment dans la critique du programme de Gotha, je vais pas vous infliger de rabâcher ça une énième fois, mais bon, on va peut-être rester sur cette question d'un désaccord, sur la question de la pénurie, mais aussi sur l'idée que peut-être que les vidéos tropiques ou le type de communication qui existe certainement, et on n'est pas les seuls, va suffire à, comment dirais-je, permettre à tous ceux qui viennent pleurnicher aujourd'hui en rapport avec la situation actuelle, ou qui nous posent la question que faire, ou qui s'inquiètent beaucoup de ce qui va se passer demain, après-demain et dans les mois à venir, eh bien, la réponse que je ferai, c'est celle de Lénine. Apprendre, apprendre, apprendre. Parce que, en fait, c'est pas trop de la communication qu'on essaye de faire ici, y compris en ce moment même avec Guillaume. C'est de l'éducation populaire. C'est d'apprendre, apprendre à apprendre, apprendre aux autres. Parce que, pour les raisons, je vous mettrai en ligne le passage complet de Lénine où il explique pourquoi c'est utile et pourquoi c'était pendant longtemps un mantra un peu oublié aujourd'hui des militants marxistes-léninistes. C'était même une blague, le learn, learn, learn de Lénine. Une autre question peut-être, vas-y. Pour prolonger du coup un peu le débat que vous avez eu aussi avec Badiou, du coup, par rapport au marxisme, du coup pour Badiou, là c'était la conférence qu'il avait donnée, qu'est-ce que j'entends par marxisme, il nous disait donc à la fin de la conférence, on peut appeler marxisme, alors une pensée, c'est Badiou, qui situe de façon complexe, englobant tous les niveaux d'analyse et de compréhension, la possibilité d'une pratique politique adossée sans doute à la catégorie de classe, comme catégorie circulante, etc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, ici, dans la définition que propose Badiou, c'est si on la relie, en fait, avec la définition qu'avait donnée Marx du communisme, dans l'idéologie allemande, et donc, si je me souviens bien, comme le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant, j'espère que je me trompe pas dans la citation. En fait, me semble-t-il, le débat là un peu que vous avez eu, et que là où je pense que Badiou, dans sa définition, met le doigt sur quelque chose qui est, me semble-t-il, pertinent et qu'il faut traiter, c'est justement le fait comment notre activité, notre faire, peut être orienté de manière réfléchie. Parce qu'effectivement, on fait des choses, mais la dynamique, en fait, il y a une mécanique en fait, du marché et du processus historique qui se fait pour une part, effectivement, je devrais dire, dans le dos des agents. Et il me semble que la question que pointe Badiou ici, qui est quand même pertinente, c'est comment, effectivement, orienter par notre connaissance, parce que, bon, si on essaye de savoir les lois de l'économie, c'est aussi pour pouvoir agir dessus, me semble-t-il. C'est comment, effectivement, on a à faire une activité, en fait, qui est réfléchie et qui n'est pas, on va dire, avec des guillemets, automatique. Et je pense que c'est ça, c'est plus une invitation, du coup, à prolonger, parce que cette définition de Marx, du communisme comme donc le mouvement réel qui abolit l'état de choses, elle m'a toujours interrogé dans la mesure où... Intrigué, tu veux dire. Intrigué, voilà. Dominique, c'est si mieux. on parlait voilà. Un français correct. Voilà, c'est ça. Et elle m'a parle pas comme les journalistes ou les pédants mondains sur les chaires universitaires. Ça t'interroge pas du tout. Ça t'intrigue, donc ça m'intrigue. Ça m'intrigue par rapport... Ça ne t'interroge pas plus que ça ne te questionne. Ça m'intrigue par rapport justement à cette dimension réfléchie, consciente. Voilà, donc c'est une invitation aussi à poursuivre sur ce débat-là. Oui. Oui, je rappelle la définition de... Excuse-moi, mais ils m'entendent là. T'inquiète, je fais suffisamment de bruit comme ça. Je fais le mixage, donc je suis au courant. Oui, je la mettrai à l'écran. C'est la 4e de couve de propagande. J'ai pensé utile d'expliquer pourquoi nous avions appelé ce numéro « Le mouvement et la théorie », en rappelant 2 citations assez notoires. D'abord, la définition très simple et très claire que Marx et Engels ont donnée dans l'idéologie allemande du communisme. C'est la définition à la fois philosophique,
politique implicitement. Le communisme n'est pour nous ni un état des choses qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons le communisme le mouvement réel qui abolit l'état de choses actuel. Alors ça dément complètement les positions de Badiou sur ce qu'il appelle lui le communisme. C'est pour ça que je dis, tu peux être communiste badiouisien si tu veux, mais le marxisme, le communisme marxiste, c'est pas ça du tout. Ce que tu expliques, c'est un débat, j'ai d'innombrables échanges avec lui sur le sujet. Maintenant, c'est pas pour dire que c'est pas... Que ça puisse te troubler, te préoccuper, etc., en rapport avec le faire. Mais ça, c'est une autre partie de la science de Marx, des travaux de Marx, sur le faire, par rapport à l'être, entre autres choses, sur les rapports sociaux de production. Et ça, je t'inviterai, je le remontrerai, je te le montrerai tout à l'heure. Tu as des explications extrêmement simples. C'est les fameux 3 paragraphes dans l'avant-propos, qui lui-même ne fait que 3 pages, de la critique de l'économie politique de 1859. Là-dessus, je te laisse donner ta propre... je vais la formuler en question juste comme ça, en une phrase. Donc c'est... peut-on, de manière réfléchie, orienter justement le mouvement réel qui abolit l'état de choses Eh bien, alors, moi, ce que je crois, disons, pour pas dire que... ce que je crois, et notamment c'est quelque chose que j'ai tiré, me semble-t-il, de textes de Lénine et de la pratique qui a été la sienne au cours de son activité politique. J'ai essayé de faire ça dans un petit livre sur Lénine, mais bon, peu importe. Ce qui me semble, c'est que c'est possible à partir du moment où vous admettez une catégorie, et là peut-être qu'on ne sera pas d'accord, c'est la catégorie de possible. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut analyser concrètement une situation concrète, mot d'ordre de Lénine qu'on connaît bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte ce qui est le réel d'une situation, les dynamiques en cours, etc. Mais si on fait que ça, encore une fois, ce qui guette, c'est la posture quiétiste, et on considère le réel sous l'angle du pur spectacle, avec l'œil d'un spectateur. Et il me semble que ce que Lénine a fait, et ce que font les dirigeants politiques, en réalité, c'est qu'ils se posent la question de, étant donné les dynamiques réelles, qu'est-ce qui est possible dans la situation? Et quel scénario est-ce que ça dessine selon tel ou tel choix tactique, voire stratégique, dans le moment? Et ça, il me semble qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a ça dans le marxisme, c'est-à-dire, encore une fois, et j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire la capacité à élaborer des scénarios. Un scénario, ça veut tout simplement dire, voilà, le passé, on le connaît, on peut l'analyser scientifiquement. Notre présent politique, on peut juger, si on veut faire de la politique, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Et là, il faut faire de la science, des sciences sociales notamment, mais pas seulement, pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, on décide parmi les possibles ce qu'on décide de faire, et on élabore, encore une fois, un scénario. Et encore une fois, c'est la pratique de Lénine, par exemple, en 17. Alors, c'est une conjoncture qui est très particulière, mais Lénine ne passe son temps à se dire, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce qui est possible? Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Et toutes les semaines, puisque c'est une période qui est particulièrement riche du point de vue politique, ça change. Et il y a plein d'élaborations de scénarios, et ceux de Lénine sont certains parmi d'autres dans l'année 1917, pardon. Mais c'est pour ça que moi que je tiens à la notion de scénario, c'est parce que, encore une fois, elle permet de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire. Et juste pour finir là-dessus, il me semble que, et là je serais assez d'accord avec Badiou sur le fait que le marxisme n'est pas simplement un corps de doctrine ou une méthode pour analyser le réel, c'est aussi la capacité à transformer ces analyses réelles alors ce que lui appelle, je ne sais plus, un processus de subjectivation, etc. Moi, c'est tout simplement ce que j'appellerais, c'est le personnage de l'histoire, quoi. Il faut être... Et ça, Lénine le dit, par exemple, c'est un des... Il le dit très simplement, ça s'appelle une analyse concrète de situation concrète. Oui, mais pas seulement. C'est aussi un des premiers débats qu'a mené Lénine, c'est ce qu'on appelait à l'époque les économistes, qui considèrent que, en gros, les ouvriers ont à se préoccuper de tâches principalement syndicales en laissant la bourgeoisie libérale aux commandes politiques, puisque c'est elle qui est appelée à jouer le rôle politique selon des analyses entre guillemets marxistes, puisque les économistes se réclament du marxisme. Et Lénine dit, non, en réalité, ce qui fait de nous des marxistes, c'est notre capacité à doter la classe ouvrière, alors je ne sais pas si on peut dire subjectivité, peu importe, mais en tout cas d'une conscience de classe, pour le dire de manière beaucoup plus simple. Et cette conscience de classe, elle va de pair avec, alors je vais redire le mot, je suis désolé, mais l'écriture d'un scénario dans lequel la classe en question est appelée à jouer un rôle politique. Et si vous dites simplement aux gens lutter pour vos intérêts individuels, Lénine nous dit il n'y a pas de marxisme au sens propre, puisqu'il n'y a pas cette espèce de scénario que certains historiens ont appelé un scénario héroïque, dans lequel la classe ouvrière joue un rôle historique. Et ça, me semble-t-il, ça fait partie des choses importantes. Ça, c'est la deuxième phrase qui est en quatrième de coup.
sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire en réalité. Oui, mais toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par théorie révolutionnaire. Ah, bah voilà, c'est là ce qu'il y a éventuellement des désaccords, et même sur mouvement révolutionnaire. Hein, parce que le mouvement révolutionnaire, c'est le mouvement de l'histoire, tout simplement. Mais l'histoire, elle n'a pas de théorie révolutionnaire. Hein. Absolument. C'est pour ça que, bien sûr, reviens. Mais ça va être la dernière parce que là on va passer, comme le temps a filé, on va passer à la dédicace. Mais vous ne me et jetez pas de pavé. Hein. Vas-y. Ben moi je vois plein de, de fautes de raisonnement dans ce que vous dites. Par exemple, vous dites, le passé on le connaît. Non, le passé c'est l'histoire. Et l'histoire, j'en arrive à un point où je dirais que l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est-à-dire, c'est une écriture, l'histoire, bien souvent par les vainqueurs. Et donc l'histoire la plus réelle, la plus vibrante, c'est, je crois, et plusieurs historiens très contemporains en témoignent, c'est l'histoire est devenue une défalsification de l'histoire. L'histoire, c'est pas l'histoire, c'est défalsifier l'histoire. Et donc l'histoire, c'est quelque chose qui se crée toujours. En temps réel, l'histoire se crée toujours. Donc on ne peut pas dire on connaît le passé. Par ailleurs, c'est une allusion que tu fais à l'idée de scénario. Exactement. Oh, voilà. Bah oui, voilà, c'est bien, c'est très bien écoute. Et j'en viens à l'idée de scénario, ça aussi, ça c'est une vieille chose, mais bien sûr, mais tout le monde fait des scénarios, le noyau le plus central des États-Unis se sert de la manière des scénarios d'Hollywood. Le scénario, c'est la mort. Le scénario, c'est forcément la contrainte, parce que le scénario, c'est une histoire préécrite, et après on dirige des acteurs. Et ça a été la grande erreur de l'époque soviétique, c'est de prendre la pensée vibrante de Marx et de vouloir l'asséner du haut, donc de diriger. Et donc dès que ça ne va pas, et ça ira toujours pas, la vie, ça bouge toujours. Vous plantez, je ne sais pas, quelque chose là, ça va pousser là-bas, ça ne voudra pas pousser vers où vous voulez, ça poussera de l'autre côté, etc. La vie, c'est ça. Les humains, c'est ça. Et donc un scénario, c'est forcément, à un moment, il faut des couperets, il faut des punitions, il faut des exils, il faut des exécutions. Il faut des scénaristes. Et en plus, bon, mais il y en a des scénaristes, il y en a il y en a beaucoup, je veux dire même. Si on veut des scénarios, il y a une chose qu'a inventé l'époque des années un peu hippie, ou ça a été mais ça vient de plus avant, mais c'est les histoires Donjons et Dragons. Et alors, Donjons et Dragons, en fait, il n'y a pas de scénario, il y a des outils. Et d'ailleurs, le marxisme, ce sont des outils de pensée. Pensez comme moi, j'ai essayé de penser mon époque, pensez votre époque comme moi j'ai essayé. Je ne sais pas quel sera le résultat de votre pensée, mais essayez de penser comme moi. Je vous donne des outils, et ces outils sont puissants. Et donc, Donjons et Dragons, c'est ça. On distribue des outils, on distribue des ressources, un peu d'argent, un peu d'armes, un peu de choses comme ça. Ça, c'est Donjons et Dragons. Il y a un maître et du jeu, hein, oui, mais c'est un arbitre. On l'appelle maître du jeu, mais c'est un arbitre. Il n'est pas maître du tout. Il punit personne. Nous punissent nos mauvais choix. Donjons et Dragons, ce sont des scénarii. Donc si on parle de scénario, parlons de scénarii. Quel scénario peut-on envisager? Parce que le monde, lui, il ne nous attend pas. Il propose toujours de nouvelles donnes, des contrariétés, des obstacles, des atouts nouveaux, des ressources, etc. Et ce sera toujours les plus médiocres, les plus mauvais qui vont en profiter. Tandis que des scénarios, c'est être prêt à toute éventualité avec... Et je crois que c'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'on dit scénario, on sait ce qu'est le passé, etc. Il y a une chose qui nous fait peur, c'est un idéal de cœur, de cœur. Il n'y a que ça qui peut nous faire avancer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre l'autre, on ne peut pas l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire, et on ne veut pas le bien des autres. On veut essayer de créer un monde qui permette à chacun de s'épanouir, à la vie de s'épanouir. Et on voit bien, par exemple, l'agriculture, nous donne presque un modèle de façon de faire. L'agriculture est en train de se renouveler très localement, très petitement, mais d'une manière tellement éblouissante. On redonne la chance à la nature. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Excuse-moi, mais là, comme le temps passe... Oui, le temps passe. Je veux dire... Est-ce que tu avais une dernière question? Oui, la question, c'est où sont... Et je vais laisser répondre une question à Guillaume, qui va y répondre. Où est notre manière d'écouter la vie souterraine? Parce qu'elle est là. Et la nature,
les meilleurs agriculteurs, ceux qui obtiennent des choses extraordinaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se taisent, ils ne labourent plus, ils ne tondent plus, ils écoutent le sol, et le sol, c'est une vie, mais extraordinaire. Et je crois parce que notre erreur... qui nous a raconté, la Terre ne ment pas. Hein. Non, mais c'est là, je vais être peut-être un peu dur, mais comment dire, l'idée soviétique, etc., tout ça, c'est complètement raté, parce qu'elle s'est assise sur des présupposés qui étaient militaires, fonctionnaires, hiérarchiques, etc. Elle a pris un vieux modèle sans s'en rendre compte, une doxa. Et je crois que nous avons une chance extraordinaire. C'est pour ça les ressources, il y en a sans fin. Il n'y a pas de pénurie, mais absolument pas. Il y a de l'intelligence partout. Toi, tu es optimiste sur les forces politiques. Excuse-moi. Non, mais je suis optimiste sur les forces souterraines. Je vais laisser la conclusion. Tu n'es pas obligé de répondre à ça parce qu'il n'y a pas vraiment de question. Mais je vais te laisser conclure quand même de la manière que tu veux, mais forcément un peu laconique parce que non, mais simplement. Alors moi, je pense pas du tout que la vie puisse être un modèle pour la politique. Excuse-moi, vous poursuivrez après autour d'un verre. Je couperai ça. Donc je te rends la parole. J'ai peu de conclusion. Simplement, voilà, je suis vraiment pas certain que ce vitalisme politique soit à l'ordre du jour. Voilà, pertinent aujourd'hui. Je suis pas sûr que quand on laisse les choses se faire, elles se font toutes seules, pour le dire rapidement. Je suis pas sûr qu'un bon agriculteur ce soit celui qui ne fasse rien, puisqu'en tout cas c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement en Russie pendant la guerre civile, ça n'a pas donné grand-chose. Bon bref, mais blague à part... Voilà, je pense que là, peut-être s'il faut retourner à notre discussion, moi il me semble que, alors autant je peux être d'accord avec le fait qu'un scénario trop encadré, oui, ça peut sans doute brider l'inventivité historique, etc. Autant il me semble, et là je serais en désaccord, qu'un scénario politique c'est une nécessité, alors potentiellement plusieurs, et là où je suis en désaccord, c'est qu'effectivement des scénarios il y en a plein, mais des scénarios politiques pertinent aujourd'hui, moi je n'en connais pas. Je ne connais pas d'organisation politique qui produisent concrètement des analyses susceptibles de mener à un scénario qui nous explique par exemple ce que voudrait dire un projet socialiste aujourd'hui dans les circonstances actuelles. Nous sommes totalement d'accord. Voilà, et c'est tout ce que j'ai voulu dire dans le livre, mais il me semble que de ce point de vue-là, la notion de scénario possible, crédible, etc. me semble importante parce que c'est ce qui me permet, alors encore une fois bien sûr que c'est pas suffisant, que c'est pas suffisamment matérialiste, etc. Mais voilà, ça me permet simplement de diagnostiquer ce qui, à mon sens, est un manque dans les organisations contemporaines. Et ça n'est pas qu'un vœu pieux, c'est, d'après toi, et pourquoi pas quelque chose donc de l'ordre du possible, voire même du souhaitable, dans l'ordre de la réponse à notre bonne vieille question, que faire aujourd'hui, maintenant? Eh bien, commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait bien faire. Et voilà, et juste pour terminer là-dessus, moi, je suis pas un penseur ou un dirigeant politique, donc j'ai pas répondu directement à la question. Ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement aller voir historiquement, parce que tel était mon boulot à l'époque, les scénarios en question qui avaient pu être élaborés à certains moments du marxisme. Et vraiment, de ce point de vue-là... qu'est-ce que ça a donné? Et qu'est-ce que ça a donné? Et j'invite les étudiants, les gens qui travaillent en philo, à faire ce genre de travail parce que ça me semble intéressant aujourd'hui. C'est relativement facile, entre guillemets, à faire au sens où c'est un travail historique, c'est pas un travail de théorie géniale, etc. Et je pense que ça doit être fait sur des aires géographiques que moi je ne connais pas. Moi, voilà, je me suis restreint aux aires géographico-culturelles que je connaissais à peu près dans le cadre d'un travail de thèse, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses à faire, même du pur point de vue universitaire, académique, intellectuel, etc., sans parler ensuite de la dimension politique de la chose. Et ma conclusion personnelle, puisque c'est la question du jour, que faire dimanche, à titre personnel, aller à la pêche. Voilà. Ou faire autre chose que de toute façon aller donner une voix à l'un quelconque de ces guignols. Bon, on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais c'était pour anticiper sur la suite des événements. Là-dessus, merci, bravo Guillaume. Merci à vous. Et donc, pour ceux qui ont été convaincus...